Et salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouvel épisode de Pro Cycling Manager. C'était mieux avant, direction 2011, un jeu sorti il y a 15 ans. Ouais, je sais, 15 ans déjà, ça fait mal. Mais pour moi, c'est le meilleur Pro Cycling Manager qui a jamais été réalisé. Je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. Vous allez voir qu'il y a tellement de détails, il y a tellement d'immersion par rapport à aujourd'hui. Je comprends pas qu'on ait pu évoluer à l'envers sur certaines fonctionnalités. J'espère que les devs verront cette vidéo et qu'ils vont ramener certains éléments. Mais déjà, la première des choses, ça peut-être, je suis pas forcément d'accord pour les nouveaux joueurs et tout ça, mais vous allez jouer un directeur sportif pour l'équipe et non pas l'équipe en elle-même. Ça veut dire qu'à la fin de la saison, si tu rates tes objectifs, tu perds ton boulot. Donc ça veut dire que pour les nouveaux joueurs, même si c'était en facile et que tu n'arrivais pas à trop bien gérer, tu pouvais te retrouver à perdre ta carrière alors que de base, bon, bah t'es juste là quand même pour t'amuser et découvrir le jeu. Mais en tout cas, je trouvais ça sympathique pour le réalisme. Ici, vous l'avez vu, l'option d'équipe personnalisée, pour vous l'expliquer plus simplement, tu as 800 000 de budget. Soit tu mets tout ton budget dans signer des coureurs qui existent déjà dans le jeu et qui sont des vrais coureurs, soit tu vas garder du budget comme j'ai fait en étant à 60% pour signer des jeunes qui sont générés aléatoirement à chaque fois. Et ces jeunes, tu as la possibilité d'avoir des rapports à utiliser pour essayer de savoir leur niveau. Alors globalement, ça va te donner simplement un indicateur, c'est-à-dire que tu vas pas te retrouver avec un jeune de 18 ans qui a 75 dans toutes les stats. Là, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, tu passes pro assez tard, les carrières sont moins longues et sont assez différentes, donc pour ceux qui veulent voir dans le détail toutes les équipes, etc., à la fin de la vidéo, il y a 10 minutes où on fera chaque équipe, vous allez pouvoir regarder tous les effectifs, les équipes françaises, est-ce qu'il y avait des jeunes cracks, est-ce qu'il y avait des coureurs qui sont aujourd'hui entre guillemets des légendes, vraiment, je vous ai prévu une section que pour ça à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas. Évidemment, ce qu'on peut remarquer quand on regarde, c'est qu'il y a énormément d'équipes et surtout, il y a pas mal d'équipes avec un tout petit effectif parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le même règlement au niveau de l'ECI, ça veut dire que, par exemple, demain tu montes une équipe, tu as besoin d'être dans le top 30 pour pouvoir être invité en World Tour, à l'époque, tu crées une équipe, tu signes les meilleurs coureurs, tu as plus d'argent, bah t'es invité sur le Tour de France et puis c'est tout. Tu connais le mec qui donne les wildcards pour aller participer au Tour de Suisse, bah écoute, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une équipe, ils sont 8 et les mecs qui sont là au départ. Tu vas peut-être te faire éclater sur la course, mais à l'époque tu pouvais littéralement te faire inviter quoi. Donc évidemment c'est quand même pas mal ce système de classement UCI aujourd'hui, mais bon c'est quand même peut-être pas le meilleur système quand on voit le nombre de sponsors qui disparaissent dans la vraie vie. Écran de création du mode carrière, vous pouvez voir en haut à droite, j'ai le droit à 16 coureurs minimum, 25 au maximum pour 400 000 de budget, sachant que, vu qu'on a donc utilisé que 60% du budget à notre disposition, le prix des coureurs est baissé sur les 40% restants. Ça veut dire que Contador, qui en temps normal, je sais pas, il coûte 120 000, bah là, il va être un petit peu baissé, donc c'est pour ça que le prix de certains coureurs peut vous paraître assez bas quand vous verrez l'effectif final. Et surtout, il y a différents écrans devant nous, là donc l'effectif, les jeunes et la région. Ici, ça permettait d'avoir une importance donnée et une partie de l'effectif qui est souhaitée. Ça, aujourd'hui, on l'a sur PCM26, mais tu peux pas le choisir quand tu as un sponsor. C'est-à-dire que le jeu, il te le donne par défaut et après, tu dois te débrouiller avec. Là, tu pouvais littéralement, à la création, te dire « Ok, je pars avec cette idée-là ». Les coureurs jeunes que vous voyez donc devant vous, c'était des coureurs qui faisaient partie de votre équipe. C'est pas une équipe jeune à part, c'est vraiment, ils vont intégrer votre équipe. Et vous allez voir que ici par exemple le premier coureur Alberto Niquet, je vais le prendre donc en classique, donc là il est chez moi dans la partie jeune. Par contre le prochain coureur, je vais utiliser mes 8 rapports d'éclaireur, il m'en reste plus que 7. Par contre j'ai un coureur qui est prometteur, donc il va venir signer avec moi. Évidemment après c'est à vous de choisir par rapport aux différents coureurs qui sont générés. Ça allait de 18 à 21 ans et parfois tu peux avoir quelqu'un de super intéressant ici qui ne le saurait pas dans les coureurs libres. Parce que même si aujourd'hui vous reconnaissez certains noms, par exemple Aberasturi, on le voit là pendant qu'on fait défiler les maillots qui sont absolument horribles à l'époque. Aberasturi c'est devenu un top sprinter. C'est pas devenu Mark Cavendish, mais quand même il avait un très bon niveau. Bah à l'époque, dans le jeu, il est considéré comme un grimpeur et il évolue pas tant que ça. Donc c'était un moyen d'avoir quand même des jeunes cracks et surtout à l'époque à 18-19 ans, c'était moins la mode. Donc forcément ces coureurs-là, tu vas avoir le temps de les développer, ça va être surtout des équipiers dans les premières années, mais voilà. Vous avez vu, hein, en parlant de choses qui sont totalement différentes, les maillots sont absolument horribles. Je vais choisir un maillot au hasard en me disant, bon de toute façon c'est pas très grave. Mais je crois que de mémoire, il y a certains maillots qu'on a vu passer qui ont été sur le premier jeu de TDF, qui sont les maillots de l'époque. Mais aujourd'hui, il y avait quand même des maillots qui sont beaucoup mieux, et surtout, il y a les créations de la communauté. Mais par exemple, voilà, là devant vous, vous avez André Greppel, 28 ans, qui est le deuxième meilleur sprinter du jeu pour 40 000 par mois. Voilà. Bon, par contre, le problème, c'est qu'à l'époque, au niveau des sponsors, tu ne choisis pas
au niveau de tes objectifs. C'est-à-dire que c'est le jeu qui te dit, bah du coup, voilà, tu dois faire ça si tu veux garder ton taf. Donc évidemment, c'était quand même en lien avec votre effectif. Par exemple, là, vous pouvez voir que j'avais laissé le territoire France. Donc heureusement que j'avais Sylvain Chavanel à l'époque, mais je dois aller faire le top 5 de Paris. C'est regardez, au niveau financier, c'est beaucoup plus détaillé. Alors globalement, c'est un tableur Excel avec une moyenne, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que on avait un petit peu plus de détails et le financier avait son importance. Pourquoi ? Parce que le financier, si tu te mettais en difficile en lançant le mode carrière, tu avais plus de salaire à payer que d'argent du sponsor. Et donc, le seul moyen que tu avais pour être à l'équilibre, c'est d'aller faire des primes sur les courses et donc de faire des bons résultats. On va regarder ici globalement l'écran au global. Vous pouvez voir que par exemple, au niveau de la forme des coureurs, on a le moral qui est présent. Alors on nous a dit que c'était une nouveauté sur PCM, je ne saurais plus vous dire lequel. Alors qu'en réalité, c'est simplement qu'à l'époque, le moral c'était quelque chose d'assez abstrait. Pourquoi ? Parce que littéralement, tu n'avais aucun moyen d'impacter dessus. Mais voilà, par exemple, si on regarde Michel Scarponi aujourd'hui, il a 31 ans et il part à la retraite alors qu'il a encore 79 de montagne. Et il y a plein de détails, par exemple le fait que la renommée soit enfin affichée correctement dans le jeu. Et surtout, on va aller voir les gars comment faire les plannings de forme. Je pense que ceux qui n'ont pas connu cette époque, préparez-vous. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, regardez-moi ça. Tu lances, tu as toutes les courses de ta saison à disposition. Et tu peux choisir ton planning. Tu en as une cinquantaine qui sont déjà préfaits. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, on va passer avec les étoiles, ce sont les courses où tes sponsors te disent il faut aller performer et les plus grosses courses de la saison, évidemment il y a le Tour de France, mais regardez le nombre de programmes qu'il y a. Il y a 6 programmes rien que pour faire le Tour de France et surtout, tu peux créer ta forme à partir de 0 et tu vas pouvoir surtout avoir les explications, anticiper la fatigue et tu peux les sauvegarder. Ça veut dire que tu fais ta première carrière, tu crées ton truc de forme, tu le sauvegardes et tu peux t'en resservir à volonté sur les autres carrières, tu peux même les partager aux gens en ligne. Alors, on est en 2011, donc sur les forums, à l'époque, c'était quand même assez différent au niveau du fonctionnement. Mais regarde, tu peux le créer, tu peux le valider, et après, tu te débrouilles par rapport aux courses que tu as besoin. Je trouve que on y a tellement perdu sur ce domaine-là, c'est tellement facile, ça prend 5 minutes. C'est-à-dire que tu avais des plannings qui étaient faits pour le début de saison avec les classiques, tu en avais 6 pour faire Paris-Roubaix. Parce que tu pouvais faire Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, tu pouvais faire Paris-Roubaix et la Flèche Wallonne. Rien que le Tour de France, il y a 6 variantes avec la première semaine un peu plus tranquille, ou alors tu vas vraiment être un grimpeur qui a besoin d'être à fond sur les 2 dernières semaines, et surtout le programme Tour de France, est-ce que tu vas être en forme au mois de mars-avril pour aller faire certaines classiques ? Enfin vraiment, il y avait un nombre de choses qui étaient réglables par rapport à aujourd'hui où c'est un enfer à le naviguer, un coup sur deux, tu sais pas pourquoi, ça t'enlève des plannings, des objectifs, ton coureur il arrive, il a pas de forme, il est fatigué. Là à l'époque, c'est simple, c'est efficace, et vous inquiétez pas, on va aller voir l'entraînement après. Il y a plein d'éléments où je pense, on va se dire mais pourquoi, mais c'est pas possible. Remettez-moi juste PCM 2011, vous mettez les graphiques d'aujourd'hui et on est bon en fait les gars. Bon, évidemment, il y a pas mal de choses aussi qui ont un peu souffert, mais là déjà, on va parler des entraînements. À l'époque, il y a simplement la renommée et après des spécialisations, c'est-à-dire que t'as pas d'entraîneur mythique. Et après, c'est en fonction de ce que tu as besoin de travailler avec tes coureurs pour évoluer. Par exemple, moi j'ai Joël Lebon, donc ce que j'ai besoin, puisque c'est un coureur qui projette d'être très bon en contre-la-montre, eh bien, c'est d'avoir un entraîneur qui est bon au niveau mythique et surtout qui a la spécialisation contre-la-montre à 10 sur 10. Et évidemment, alors il y a toujours les histoires de nul l'entraînement, vous n'êtes pas sur la bonne spécialisation, mais regardez-moi ça. Il a 5 étoiles de marge de progression en contre-la-montre, alors ça ne veut pas forcément dire qu'il va devenir une méga star dans ce domaine, ça veut simplement dire qu'il y a de la marge pour progresser encore, et au fur et à mesure que tu progresses, si les étoiles disparaissent, c'est qu'il n'y a plus de marge, si les étoiles restent, c'est que tu as encore pas mal de progression à pouvoir permettre. Évidemment, l'écran des stages n'a pas beaucoup évolué, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Par contre, le fonctionnement, c'est qu'à l'époque, tu fais un stage de montagne pendant 10 jours, tu récupères une note de montagne en plus, c'est-à-dire que tu pars avec un coureur qui a 79, il fait 10 jours de stage, il revient, il a 82. C'est-à-dire que t'envoyais le meilleur coureur du monde faire un stage de montagne 10 jours, le mec il revient, il a 85. Voilà. Et regardez le matos. Alors préparez-vous, l'enchaînement matos et détection, vous allez avoir mal au crâne. À l'époque, t'as 3 notes. Plaine, montagne, contre la montre. Ça prend 10 secondes, t'achètes le matos, il n'y a pas de recherche, t'as pas des mails toute la saison qui te pourrissent la vie. Point barre. Et t'as une note simple à comprendre. Et regardez la détection. C'est en train de me rendre fou. La vidéo, les gars, je l'ai préparée il y a 10 jours. J'ai enregistré tout ça. Regarde le nombre de régions, le nombre d'endroits où tu peux envoyer la détection. Et là, tu te dis, bon, il y a globalement toutes les régions françaises, etc. Mais déjà, ça veut dire que tu peux cibler une région. Si par exemple, tu fais un projet au niveau de ton équipe. Mais surtout, et vous allez voir quand je vais passer ma souris dessus, tu as les profils types des coureurs selon les régions. Ça veut dire que
Par exemple, tu vas au Pays Basque, tu vas te retrouver avec des grimpeurs et des punchers. Tu vas pas te retrouver avec des mecs qui vont sur des pavés dans une région où il n'y a pas de pavés. Et ce réalisme-là, vous allez pouvoir le combiner aux éclaireurs et à leur fonctionnement et tu vas pouvoir générer des coureurs. Et surtout, regarde, tu veux un coureur qui vient des Bermudes ou de la Guadeloupe, tu peux. Tu vas aller au Brésil, au Venezuela, où tu veux, vas-y, tu peux y aller. Alors moi ça, tu peux aller au fin fond de l'Afrique si tu veux, tu peux aller en Asie, on s'en fout, tu vas où tu veux. Et surtout, regarde, pareil que les entraîneurs, les éclaireurs, ils ont leur domaine de spécialisation. Ça veut dire que t'as envie d'aller chercher un grimpeur dans le Pays Basque, tu mets un mec qui a 10 en montagne, même s'il n'est pas espagnol, on s'en fout, il n'y a pas besoin à l'époque. Hein. Tu mets un mec qui a 10 en montagne, tu l'envoies au Pays Basque et tu sais qu'il va trouver. Et ça, c'était génial. Parce que ça faisait la différence par rapport au système d'aujourd'hui. Et surtout, vous le verrez un petit peu après, mais la détection et son fonctionnement ne s'arrêtent pas à « je suis au 1er janvier ». À tout moment, tu peux réaffecter un scout. Et surtout, vous allez voir ce qu'on peut faire avec les coureurs derrière. Bon, évidemment, il y a des éléments qui n'ont pas trop changé. Le calendrier, par contre, ça a évolué dans le bon sens sur les derniers PCM parce que tu peux demander toutes les wildcards d'un seul coup. Là où sur cet écran, ça reste quand même assez compliqué. Il faut le valider à chaque fois. Et surtout, à chaque fois, si vous regardez bien, vous avez le détail financier de combien ça va vous coûter. Par exemple, le Tour de France, c'est 2100 €. Puisqu'on part du principe que la course dure 3 semaines et que même si tu es une équipe française qui est basée en France, tu vas avoir besoin de pouvoir avoir tout le matériel nécessaire. Pareil, si on va en Belgique, c'est 100 € parce que c'est une journée Liège-Bastogne-Liège et que c'est juste à côté. Donc, globalement, tu sais que si tu t'inscris sur des courses, oui, c'est un peu plus long manuellement à faire, mais par contre, derrière, tu sais que tu as tout le détail au niveau financier pour tenir ton budget et être sûr de ne pas être en négatif. Après, au niveau des espoirs, des archives et tout ça, ça n'a pas énormément changé. L'équipe nationale, vous le verrez juste après, mais de manière générale, ce sont des éléments qui ont été échangés dernièrement. Par exemple, on a toujours le palmarès sur 3-4 ans maintenant sur les derniers PCM, ça y est depuis, je ne saurais pas dire quelle année, sur PCM 26 honnêtement. Mais je me demande si ça remonte pas sur quasiment 10 ans. Et en tout cas, au niveau de la sélection nationale, la seule chose qui a changé, c'est qu'à l'époque, les coureurs pouvaient refuser de venir. Alors, littéralement, le mec, tu lui dis vas-y viens, et il fait non, rien à foutre. Et là, t'as plus de leader et t'es perdu. Bon. Un truc absolument incroyable une nouvelle fois, c'est que tu pouvais signer des coureurs au début de carrière. Du 1er au 7 janvier, tu peux signer des coureurs qui sont en contrat libre. Alors évidemment, là tu me dis ouais mais vas-y, ça a l'air sympa ton truc, mais les coureurs ils sont tous absolument horribles. Et bien vous allez voir que oui, globalement c'est souvent des très vieux coureurs. Par exemple on a Rasmussen ici, 36 ans, 74 de montagne, ça reste un très bon coureur. Et tu peux le signer pour rejoindre l'équipe et tu as le détail en bas qui te dit ok, on te donne tant de salaire maximum nous au niveau du sponsor, donc au niveau des dirigeants de l'équipe on est bon. Tu peux le signer et là quand même tu vas te dire bon, allez, 74 de montagne, bon ça reste un équipier quoi. Mais tu peux avoir des mecs à 75 de montagne et même au niveau, que ce soit du punch ou du sprint, tu as quand même des coureurs qui sont plus que corrects. Regarde, Sidler je vais le signer et à l'époque il faut se rendre compte qu'il n'y a pas la notion d'endurance, résistance, récupération comme on la connaît. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu as un mec il a 76 de sprint, il a 76 de sprint. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir de la résistance pour sa barre rouge. Non, à l'époque, un sprinter, ça sprint sur PCM, point barre. Est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était pas mieux, ça c'est pas moi de vous le dire, mais en tout cas, c'était différent et je pense que pour moi, la nostalgie joue peut-être un petit peu sur certains éléments. Ici, pareil, le journal qui a beaucoup changé, qui est intégré maintenant quand vous lancez des courses. Et enfin, la visualisation des équipes où tu pouvais voir les maillots. Bon, chacun sera d'accord sur est-ce qu'avoir une liste c'est mieux ou pas. Je pense que globalement, c'est peut-être plus sympa avec la liste qu'on a sur PCM 26. Et regardez, au bout de 3 jours, il y a des succès internes au jeu. Je sais que je viens de signer un coureur. Regardez, les mecs en 3 jours, ils ont rejoint l'équipe et ils sont prêts à partir. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre. Et vous allez voir que c'est pas la seule surprise qu'il y a au niveau du recrutement. Évidemment, Rasmussen, voilà, j'y ai mis son contrat. Il est heureux de rester dans l'équipe et on va lancer les premières courses avec le Tour d'Australie. La première chose, c'est que au niveau de l'ergonomie, c'est peut-être pas le meilleur, mais surtout au niveau du détail. Vous avez par exemple pour le Grand Prix de la Montagne à 16 km, le nombre de points qu'il y a à prendre au sommet et la prime. On revient toujours à cette idée financière, mais tu sais que voilà, si tu prends les points de la montagne, tu vas ramener 700 €. Donc je sais pas si le Tour d'Australie à l'époque ça devait coûter un truc comme 1500. Tu avais 1 ou 2 sprints à faire en niveau normal, et plus tu montais en difficile, plus ça allait te coûter cher, et moins il y avait de primes à récupérer. Évidemment, à l'arrivée, il y a 8000, donc si tu gagnes l'étape, c'est bon, tu vois. Mais si tu avais, 10 ou 15 000 d'écart à combler, et que dans la saison, tu arrives sur un mois où il n'y a pas énormément de courses, eh bien ça peut être difficile.
Un truc aussi qui est mieux, je trouve, c'est les profils de course. On voit un petit peu mieux la différence entre la montée, la descente, les pourcentages, même si tu peux pas zoomer à proprement parler. Mais en tout cas, je trouve que visuellement, tu comprends plus facilement le profil de la course. Et regardez le matériel. Devant nous, on a la configuration. Tu peux te faire, par exemple, C1, c'est tes leaders, C2, c'est les équipiers, ou ça peut être par type de course pour la montagne et le sprint. On est parti sur la simulation rapide et comme vous pouvez le voir, on peut donner des ordres aux coureurs. Je sais qu'aujourd'hui la simulation rapide c'est simplement un bouton sur lequel tu cliques quand tu as la flemme d'aller faire, je sais pas, le tour du Limousin ou ce que tu veux, mais à l'époque, tu peux littéralement tout régler. Alors évidemment, ça reste un jeu de 2011, donc dans la simulation parfois, t'avais beau cocher à ton leader, même si c'était le meilleur de la course, assurer ne pas prendre trop de risques, et ben, tu peux avoir des mauvaises surprises. Par exemple, vous pouvez voir que là, Romain Feuillu, je lui ai dit d'aller faire le sprint et je lui ai mis des équipiers. Bon, bah il est un petit peu loin au classement d'étape puisqu'il termine littéralement 25ème. Mais la place n'est pas tellement importante, c'est que vous avez un bilan. Et par exemple ici, Steve Chenel a obligé Romain Feuillu à faire un effort supplémentaire pour lancer son sprint. C'est-à-dire que mon poisson pilote n'était pas assez bon pour lui. Pareil, Jean-Christophe Perrault, il devait prendre l'échappée, il a raté l'échappée. C'est des détails, mais au moins tu as une information sur ce qui se passe dans le jeu et comment il le gère. Pareil, on revient cette fois-ci à la vraie simulation détaillée. Voilà. C'est-à-dire que tu peux tout choisir. À quel moment tes coureurs ils participent à rouler à l'avant? Est-ce que tu vas accélérer le rythme dans le final? Est-ce que tu veux revenir s'il y a des leaders qui tentent d'aller gagner l'étape? Est-ce que tu veux attaquer à un moment donné précis? Est-ce que tu veux que ton sprinter il soit aidé par des équipiers? À quel moment il lance le sprint? Alors oui, tous ces détails-là aujourd'hui tu les as avec la stratégie, mais tu n'as pas autant d'éléments et surtout vous allez voir c'est que là, je passe des coureurs en équipier puisqu'on est sur une étape de sprint. Et pour un leader, par exemple, au classement général, tu pouvais lui dire d'attaquer à 15 bornes de l'arrivée. Voilà, c'est-à-dire qu'à tout moment, tu pouvais dire vas-y mec, attaque. Et là, vous le voyez, tu vois l'étape. Tu peux passer en x8, mais tu as tout le détail, tu vois le placement de tes coureurs, les barres d'énergie, tu peux tout suivre. Tu vas aller regarder le classement, bah, tu peux aller voir qui est combien, tu peux regarder les startistes. Alors tu ne pouvais pas cliquer là, tu étais obligé de les attraper dans le peloton, donc il fallait mettre pause si tu cherchais un coureur précis. Mais regardez, tu peux voir les stats des coureurs, tu peux voir leurs différents classements sur le même écran. Et surtout, on va regarder le sprint intermédiaire. J'avais dit, regardez, à Romain Feuillu d'aller faire le sprint. Malheureusement, on va pas prendre les points parce qu'il a sprinté trop tard. Mais vous avez pu le voir, il a fait l'effort d'aller faire le sprint intermédiaire. Bon, il s'est raté. Et derrière, il y a la fin de l'étape. Vous pouvez voir que tranquillement ça avance. Alors vous pouvez cliquer sur fin si vous n'en avez rien à faire de vous taper ça, ce que je peux comprendre. Et surtout, malheureusement, bah, c'était abusable parce que tu fais la simulation détaillée, t'as pas le résultat que tu veux, tu fais l'étape 4, tu relances le jeu et on est parti. Mais en tout cas, ça permettait d'avoir le détail sur ce qui se passe et de pas passer de la simulation rapide où le jeu fait parfois un petit peu n'importe quoi à un écart total de je dois jouer toute l'étape. Ici, Romain Feuillu fait 9ème. Derrière Daniele Benatti, Tyler Farrar. Bon, globalement, ça reste un très bon résultat pour le coureur français. Et vous allez le voir, on l'a testé plusieurs fois cette simulation détaillée. Évidemment que à l'époque, la simulation détaillée, de ce que m'avaient dit les devs, en tout cas quand je suis allé les voir, c'était pas quelque chose qui était très utilisé et j'ai du mal à le comprendre parce que je trouve que la fonctionnalité était géniale. Ça te permettait quand même de gagner du temps et d'avoir un détail sur ce qui se passe et de t'assurer par exemple, je sais pas, t'as une étape de plat, tu cliques sur simulation rapide, ton coureur il est blessé, il tombe, il abandonne, t'as perdu le Tour de France, tu le sais même pas. Là, tu peux être sûr et certain qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, regardez, hop, dans l'échappée, petit bonus, il y a Alexander Christophe chez BMC à l'époque. Bon, à l'époque, il doit avoir, je sais pas, 21, 22 ans et vous avez pu le voir, hein. C'est un coureur de l'échappée qui était devant, qui a fait le coup du kilomètre et qui a réussi à gagner devant les sprinters qui n'ont pas réussi à revenir. Bon, évidemment, il y a pas mal de petits moments où il y a du lag au niveau du chargement parce que c'est un vieux ordinateur. Hein. C'est plus lançable malheureusement aujourd'hui, mais regardez. Ici, on prend le contrôle de l'équipe de France, ça vous avez l'habitude, il n'y a pas de problème. Et effectivement, vous voyez qu'à gauche, il y a une case de présélection. Et parfois, le coureur te disait non, je viens pas, ça m'intéresse pas. Alors, c'est censé correspondre au profil de course. Par exemple, si tu avais un sprinter sur un truc de vallon, il va te dire bah ça me correspond pas, pourquoi tu veux que je sois là? Et du coup, même si tu avais les coureurs dans ton équipe, c'était pas assuré de les avoir à disposition. On va partir encore une fois, voilà, je vais simuler quelques courses pour vous montrer ce qui se passe, mais voilà, le matos, là j'ai mis un vélo de plaine, je vais pas chercher à comprendre, on envoie la simulation avec ce que le jeu avait, et regardez, paf, le résultat final, on va terminer à la 7ème place avec Saïd Abdou. Bon, globalement, c'est Jimmy Casper qui s'impose, qui faisait partie à l'époque, côté français, des meilleurs sprinters disponibles dans le jeu. Et regardez, on est actuellement le 1er février et déjà on est en négatif à la banque. Et on me dit que si à la fin du mois on n'est pas repassé en positif, eh bien la carrière s'arrête. Alors, j'ai continué à être en négatif sur plusieurs mois, ça n'a rien changé. Donc, je vous avoue que, bon, je n'ai pas compris pourquoi ça m'avait fait ça.
Mais en tout cas, on a eu le point également sur le classement au niveau de l'UCI, du Super Prestige. C'est des détails, mais ça permet de voir comment tu fonctionnes aujourd'hui, où est-ce que tu en es, etc., etc. Et pareil, il y avait le coureur du mois et la révélation du mois. Et parfois, ça te permettait de avoir des informations sur un jeune coureur ou sur simplement des équipes que tu ne suis pas pendant la saison. On va avancer un petit peu et regarder, on a les médias qui viennent nous parler avec la place d'honneur de Brice Feuillu. À chaque fois entre les places d'honneur et les victoires, tu pouvais choisir d'en parler soit à la presse, soit à l'équipe, soit au coureur, et ça pouvait avoir un impact. Alors oui, c'est une boîte de dialogue, et quand ça t'arrive 53 fois dans la saison, c'est un petit peu relou, mais regardez, j'ai essayé de vous montrer, on n'a pas le détail technique de ce qui se passe au niveau moral du coureur et tout ça. Par exemple, là, Romain Feuillu s'impose au sprint en battant quand même Tourouchoft, c'est pas n'importe qui. Et vous pouvez voir que, souhaitez-vous parler du bon temps de cette victoire, tu peux dire à ton équipe que c'est grâce à eux par exemple, donc ici c'est ce que je vais faire, et Romain Feuillu va donner une partie de sa prime de victoire à ses équipiers, donc c'est des petits détails, il n'y a pas de réel impact sur le moral parce que mon leader il m'a donné des sous, mais voilà, tout simplement c'est de l'immersion, ça prend littéralement 20 secondes, et tu peux refuser, c'est-à-dire que ça te saoule, tu n'es pas obligé de le faire et ça change rien du tout, mais en tout cas, voilà, vous pouvez voir qu'au niveau des plannings de course, ça tient la route. Bon, il y a quand même certains coureurs qui n'ont pas encore couru, mais vous l'avez vu là, Sébastien, le coureur qu'on avait récupéré, avait quand même fait pas mal de très bons résultats. Et juste ici, de temps en temps, vous avez des mails. Ça, pareil, quand j'étais jeune, je ne savais pas quel impact ça avait sur les coureurs que vous vouliez renouveler. Ou par exemple, quand le marché des transferts, si tu avais une cible particulière. C'est vrai que je suis en train de me dire que dans cette vidéo, je ne vous ai pas montré comment on recrute un coureur pendant littéralement le jeu, donc c'est à dire quand tu arrivais au 1er août pour signer des coureurs, il n'y avait pas cet aspect signature, c'est à dire que vous l'avez vu quand on signe des coureurs neutres, mais il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les dossiers transfert et tout ça. C'est vraiment tu arrives et c'est le jeu qui te dit salut, ça va, ouais, tu veux signer un coureur, il veut tant de salaire. Et il y avait un bug où si le coureur par exemple tu pouvais lui faire une offre même si il avait plus d'offres des autres coureurs mais que tu n'avais pas le bon salaire, et tu pouvais entre guillemets bloquer à l'infini comme ça le coureur. On va faire un tour rapidement sur la détection et regardez, on a la possibilité d'avoir le détail. Par exemple, vous pouvez voir que ici le scout me dit si tu ne le signes pas, les autres vont le signer. Écoutez, tu peux le signer dès le début de saison et tu peux soit le mettre en stagiaire, ça veut dire que le coureur te rejoindra à partir du mois d'août, soit le coureur te rejoindra à la fin de la saison, et ça te permettait déjà de préparer l'avenir. Alors, on se retrouve sur la course 3D. Ça va laguer un petit peu, je préfère vous prévenir maintenant, c'est un vieux PC de l'époque, mais ça me permet de vous montrer quand même à quoi ça ressemblait au niveau d'interface. Et déjà une première chose, outre le lag qui devrait vous attirer l'œil, c'est que j'ai des coureurs qui n'ont pas encore leur forme du jour validée. Par exemple, ici, Reggiano, vous pouvez voir qu'il y a marqué -2, mais qu'il n'y a pas la couleur comme sur Johan Lebon juste en dessous. Ça veut dire qu'à tout moment, cette forme de -2, elle n'est pas encore finale. Et pourtant, on est à 50 km de l'arrivée, alors qu'en temps normal aujourd'hui, c'est instantané. Et pareil, vous venez de voir, j'ai fait un clic droit sur un autre leader qui est donc le maillot jaune. Et vous pouviez, si vous étiez à côté de lui dans le peloton, venir l'observer. Et ça vous permettait d'avoir tout simplement des informations sur son état dans la course. Donc au niveau 1, tu n'avais pas plus d'informations que ça, mais plus tu avançais dans les différents niveaux, plus tu avais la barre de fraîcheur, la barre rouge, est-ce qu'aujourd'hui il est en -2, en +3, etc., etc. Et tous ces détails mis bout à bout fait que par exemple en début de course, tu mettais un équipier à côté de l'autre leader et tu pouvais avoir des informations. Pareil, la protection à l'époque, ça passait par un panel particulier. C'est-à-dire que là, si tu fais clic droit sur un coureur, tu prends le contrôle du coureur. Et d'ailleurs, je ne peux pas protéger Reggiano, qui est mon leader avec son 80 de montagne, parce qu'il est justement en train d'observer. Donc quand ton coureur il observe, il ne fait que ça. Et vous pouvez voir qu'il était censé être en négatif, il est finalement en 0. Et je vais essayer d'attaquer à 20 km de l'arrivée. Bon, je vous avoue que malheureusement, j'ai tenté plusieurs choses au niveau de l'enregistrement du gameplay. Je sais qu'il y a plein de gens qui voulaient voir ça. Malheureusement, je perds énormément d'FPS quand j'enregistre, et sur un vieux PC de l'époque, forcément ça fait très mal. Mais voilà, l'animation est en train de sortir du peloton comme on le connaît, et je vais passer en relais 85, et vous allez voir que même si je n'ai plus de barre rouge, c'est pas un problème en fait. Mon coureur a encore de l'énergie sans aucun problème. Il a de la barre jaune qui était très importante à l'époque et qui va lui permettre de revenir à l'avant, même au niveau du ravitaillement et au niveau des gourdes. Je trouve que le visuel était quand même assez sympathique. On a plus de couleurs de manière générale sur les anciens jeux, mais ça après c'est un détail technique. Et comme je vous disais, Renault est en train de reprendre des coureurs de l'échappée. Ils sont même pas forcément cuits, c'est simplement en train de les reprendre. Bon là il y a Samuel Sanchez, même pas, c'est Luis Leon Sanchez, pardon, c'est pas Samuel Sanchez puisqu'il était chez Euskaltel, qui est en train d'essayer de me contrer. Et de manière générale, je vais vous mettre la fin de l'étape, mais vous allez voir que voilà, ici quand on avait observé, vous aviez de la barre verte. Alors évidemment la question c'est qu'est-ce qu'elle me sert la barre verte?
quand on est sur une étape comme ça, la réponse était évidemment pas grand chose. Les derniers échappés passent au sprint intermédiaire et donc l'arrivée de l'étape. Je vais vous spoiler, c'est Locentini qui gagne, il a attaqué avant la descente, mais regardez, à l'époque je suis en train de suivre la roue d'un coureur, alors je me demande qui je suis en train de suivre à ce moment-là, mais vous allez voir qu'on arrive à 3 km de l'arrivée et tu peux lancer un sprint soit en agressif, soit en fair play. Globalement, c'est surtout sur la dépense d'énergie que ça va avoir un impact. En fair play, tu garderas plus d'énergie que si tu es en agressif. Mais est-ce que c'était réellement quelque chose de concret ou c'était dans notre tête? Je sais pas du tout. Peut-être que c'était un tout petit impact, bien plus que je veux le reconnaître. Mais vous pouvez voir que voilà, ils ont tous la même animation. Ça saccade évidemment, je suis désolé une nouvelle fois. Et on va lancer notre sprint à 1 km de l'arrivée. À l'époque, il y avait beaucoup plus d'importance au timing où tu lances que presque, j'ai envie de vous dire, parfois le niveau du coureur en lui-même. Vous allez voir qu'on va pas mal remonter dans ce final, mais on n'a pas réussi à gagner. On est battu au sprint par Joaquim Rodriguez et surtout ce qui manque, je trouve, sur ces PCM, c'est cette caméra là à l'arrivée dynamique et pas fixe. C'est un petit détail, mais pareil, les simulations qui sont pas cassées. Et oui, 2011, tout marche, les simulations elles sont nickel. On va même aller regarder les podiums. Vous savez quoi, rapidement, on va vous montrer qu'au niveau de l'animation, ça reste globalement la même chose. On la connaît cette animation de je fais la bise aux hôtesses et je récupère mon bouquet de fleurs. Mais voilà, c'est globalement la même chose. Mais je me devais de tout vous montrer dans cette vidéo. Et surtout, vous allez voir, à un moment donné, ça va dézoomer. Et on voit que littéralement, la ligne d'arrivée est juste derrière en fond. Bon, si on prend le temps de regarder 2 minutes, Luis Leon Sanchez qui gagne Paris-Nice avec 4,39 d'avance sur Igor Anton. J'ai pas regardé le détail de ce qui s'est passé, je vais être honnête. Mais ça reste quand même surprenant. Regardez le maillot vert, on voit derrière la ligne d'arrivée, donc c'est des petits détails, mais voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez les noms dans les différents classements, il y a plein de coureurs qu'on reconnaît. Par exemple, lui, Peter Sagan, c'était sa première ou sa deuxième année pro en 2011. Et il était déjà monstrueux. Pareil, le Cyanide Sport, alors oui, c'est un détail technique, mais par exemple, quelque chose que j'adorais personnellement, c'est que le 14 juillet, si tu arrivais à gagner avec un Français, tu avais un petit message personnalisé de t'as réussi à gagner avec un Français, bien joué. Tu vois, genre pendant la fête nationale, machin bidule. C'est des détails, c'est tout bête, mais c'est de l'immersion et c'est ce genre de choses qui fait la différence. On va sortir un peu du mode carrière, on va aller voir les autres modes avec le mode saison. Et je vous jure que si demain ça ressort en multijoueur, je pense que vraiment, ils peuvent sauver le jeu rien que sur ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu peux lancer pendant une saison, tu as seulement à t'occuper de jouer au jeu et de maintenir tes coureurs en forme. Et tu peux tout customiser. Par exemple, tu as envie de lancer une Coupe de France avec les étapes de la Coupe de France, tu pouvais le faire en utilisant charger là-haut. Tu voulais faire une draft pour choisir les coureurs, tu pouvais littéralement le faire. C'était absolument incroyable à l'époque. Et donc, évidemment, par défaut, on avait 18 équipes avec toutes les courses World Tour, mais là, j'ai rajouté les 5 jours de Dunkerque et d'autres courses au planning. Et vous allez voir, on va lancer et il va se créer une draft sur PCM. Alors, je sais que là, pour les plus vieux, c'est des souvenirs qui étaient déjà très très loin et les nouveaux joueurs, vous êtes complètement perdus. Mais tu avais le même système que par exemple en NBA, c'est-à-dire que tu avais une draft et tout le monde draftait un coureur. Alors ça simulait toutes les équipes. Et donc au fur et à mesure, il fallait faire les bons choix. Par exemple, j'ai pris un Schleck et j'ai de la chance, Contador est encore disponible. Bon, je sais pas pourquoi l'ordinateur ne l'a pas pris. Mais du coup, je vais préférer prendre Mark Cavendish pour avoir le meilleur sprinter du jeu, un des meilleurs grimpeurs. Et vous pouvez voir qu'au fur et à mesure, eh bien, les coureurs disponibles sont en train de disparaître. Par exemple, là, je vais choisir de prendre Luis Leon Sanchez, qui est quelqu'un de très polyvalent dans le jeu, au lieu de prendre un meilleur grimpeur, parce que je pars du principe que, voilà, dans ma saison, je suis avec une équipe par défaut qui s'est appelée Bancroyade, parce que j'ai pas créé quelque chose de particulier pour ça. Et vous allez voir que vous avez tous les tailles de votre équipe, et simplement le niveau de forme, le planning, qui est d'ailleurs tellement incroyable, regardez-moi ça, c'est simple et efficace, tu vois les tailles de toutes les courses et de toutes les étapes, et juste tu joues. Là, il n'y a pas les transferts à gérer, il n'y a rien, c'est juste tu t'envoies et tu essayes d'aller faire le meilleur résultat à la fin et de remporter le plus de courses. Voilà, alors évidemment, tu peux faire des choses particulières et tu peux choisir ton propre programme de forme, mais je veux dire que, tu vois, là on part pour le Tour d'Australie, tu choisis quels coureurs ils vont, tu as le détail des résultats et rien que ça à l'époque. Mettez-nous en mode comme ça en multi et où on peut sauvegarder et laisser la partie en local sur les ordinateurs des gens et ça sera incroyable. On va terminer cette vidéo avant le point sur les statistiques par faire un petit tour en piste. Alors pareil que la course 3D, quand on va le lancer ça va laguer un petit peu, mais voilà, on va lancer de la vitesse individuelle et c'est plus de la nostalgie parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont connu quand même cette époque. Bon, personne n'avait les licences à l'époque au niveau des noms, donc voilà, j'ai pris le premier coureur qui m'est passé sous la main, on a lancé avec François Parvis et écoutez, premier tour, direction la piste. Alors au début j'ai eu de l'espoir que ça lag pas sur piste, mais vous allez voir que non, ça saccade absolument horrible.
Et j'ai essayé de me rappeler parce que je sais qu'on pouvait changer à l'époque la caméra d'angle, on pouvait regarder par-dessus l'épaule et j'ai attendu littéralement les derniers 50 mètres pour m'en rappeler. Du coup je me suis dit, vous savez quoi, à vous enregistrer du gameplay, je vais attaquer dès le début, il n'y a que 3 tours à faire. Et me dire au pire si je perds c'est pas très grave, l'idée c'était vraiment de pouvoir le montrer. Et je me rappelle qu'à l'époque, pour ceux qui n'ont pas connu par exemple le multi de PCM 2011, c'est pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire que vraiment à l'époque le multi c'était quelque chose de très local avant qu'on ait les vrais serveurs qu'on connaisse et il fallait surtout pouvoir créer des parties. Donc à l'époque il fallait aller modifier les boîtes internet pour pouvoir ouvrir les bons ports pour pouvoir créer des parties. Enfin, c'est vraiment une époque très nostalgique pour moi et le mode piste, je sais que quand c'est sorti on a été énormément à faire des soirées en multijoueur là-dessus, à essayer de battre ses collègues. Et comme vous pouvez le voir, le coureur derrière moi est en train de me revenir dessus, heureusement. Je vais utiliser les super pouvoirs du carré bleu pour pouvoir garder un petit peu de jus et continuer à attaquer. Et littéralement, regardez, j'arrive à 10 mètres de l'arrivée. Paf, je me rends compte que je pouvais tourner la caméra pour regarder par-dessus mon épaule. Et évidemment, je vous laisse avec le point sur les différentes équipes. On va pouvoir voir tous les coureurs. J'ai essayé de trier par notes les plus importantes et surtout de vous montrer les coureurs les plus jeunes et les plus vieux dans le détail. Sur ce, je vous laisse. Si jamais il y a des choses que vous voulez voir sur PCM 2011, n'hésitez pas. Je vous laisse, c'était Manu.